Aujourd'hui, tu peux créer des applications web et mobiles sans coder. Et aujourd'hui, je te présente une formation totalement gratuite sur l'outil Flutterflow. Flutterflow, c'est vraiment le meilleur outil no-code que j'ai utilisé de toute ma vie. Et dans cette formation gratuite, je te montre vraiment toutes les bases de cet outil pour commencer à créer ta première application mobile. Juste avant de commencer, n'hésite pas à liker et surtout à t'abonner à la chaîne parce qu'il y a de plus en plus de vidéos qui vont arriver par rapport au no-code et ça va permettre aussi de soutenir la chaîne. Sur ce, je te souhaite une excellente formation. C'est parti. Alors, bienvenue dans la première vidéo de ce module qui va donc nous servir à simplement découvrir la plateforme Flutterflow. Comme je le répète souvent, quand vous commencez avec un outil, n'essayez pas de vous inscrire directement et d'essayer de construire directement votre application. Prenez le temps de voir ce que propose l'outil, de voir ce que propose la plateforme, parce que forcément, alors, quand vous allez commencer à construire vos applications, vous allez peut-être avoir des blocages, vous allez peut-être avoir des questions. Donc, au préalable, vous aurez forcément des réponses qui sont fournies par la plateforme. Ok, donc là, par exemple, on a l'onglet Docs qui apportera énormément d'informations par rapport à l'outil. Donc, c'est la raison pour laquelle vous devez toujours prendre le temps de voir ce que propose l'outil. Pour le coup, l'outil Flutterflow est en anglais, ok, donc il ne propose pas d'autres langues. Si vous avez vraiment du mal avec l'anglais, bon, pour mon cas, j'utilise le navigateur Brave, ok, donc juste ici, mais vous pouvez utiliser le navigateur Chrome et simplement donc traduire le site. C'est très simple, il vous suffit simplement de faire un clic droit et de cliquer sur traduire en français. Okay, et donc de cette manière-là, vous avez donc la plateforme qui est en français. C'est pas forcément une solution que je vais conseiller parce que la majorité des outils no-code sont en anglais. Mais si vous avez vraiment du mal avec l'anglais, que vous ne connaissez même pas 5-6 mots, bah voilà, ça reste une solution, mais je vous conseille vraiment de ne pas vous habituer à traduire les pages en français parce que voilà, la tech de manière générale est en anglais et c'est vraiment important dès maintenant de vous habituer à utiliser de l'anglais. Ok, donc on va utiliser le français simplement pour cette vidéo, mais pour toute la suite de la formation, on va donc simplement mettre la plateforme en anglais. Alors déjà, quand on arrive donc sur la page, on nous dit créer des applications plus rapidement que jamais. Ok, donc c'est un outil no-code, donc forcément c'est logique. Ce qu'on va faire, c'est simplement déjà voir les caractéristiques en cliquant sur l'onglet Features. Et donc là, on nous dit que on peut simplement donc transformer nos idées en produits. Ok, donc on peut créer notre application pour iOS, Android et web. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que vous avez des outils no-code comme Glide par exemple qui vous permettent de simplement créer des applications en no-code mais qui ne sont pas natives. Native, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez donc créer des applications et les mettre sur le Play Store et l'App Store. Ok, et donc oui, vous pouvez donc créer des applications web et ça c'est une très bonne chose. Donc on a une application mobile et web. Et au niveau des fonctionnalités, donc on nous dit qu'on a plusieurs fonctionnalités qui sont puissantes avec du code qui est facultatif. Effectivement, on a pas mal d'animations que l'on peut rajouter donc sur nos applications. Ça c'est très bien parce que ça permet justement de faire vivre nos applications. On a également la partie notification push, donc notification push qu'on retrouve forcément sur les applications natives. Donc ça, c'est très important pour apporter des informations à vos utilisateurs. Donc par exemple, imaginons vous créez, je sais pas, une application e-commerce, vous pouvez très bien permettre à vos utilisateurs de recevoir une notification quand, je sais pas, quand ils font une vente par exemple. Ok, ou par exemple quand le colis a été envoyé. Donc notification push, extrêmement important. Ensuite, on a la possibilité d'avoir des applications en mode clair ou foncé. Ok, donc ça c'est très demandé de manière générale. Quand on lance une application, je ne conseille pas forcément de se focus sur cette partie-là. C'est pas non plus une fonctionnalité qui est extrêmement importante et qui est déterminante. Mais en un clic sur Flutterflow, on le verra dans les vidéos suivantes, vous pouvez avoir une application qui permet donc d'avoir le mode sombre et le mode clair. Ok, donc ça c'est pas mal. Ensuite, donc chat et chat de groupe. Donc oui, vous pouvez rajouter tout ce qui est discussion, etc. Ça également, on le verra lors des vidéos suivantes, mais c'est pas très compliqué. Ensuite, une fonctionnalité qui est extrêmement importante, c'est que vous pouvez construire en collaboration. Ok, vous pouvez travailler en équipe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si demain vous lancez votre agence no-code et que vous avez plusieurs no-codeurs dans votre équipe, eh bien vous allez pouvoir travailler en collaboration et voir par exemple qui a fait quoi dans l'équipe. Ok, vous pouvez également voir ce qu'ils font en direct.
Ok, donc vous allez pouvoir commenter le code, vous allez pouvoir avoir des liens du projet et pouvoir les partager. Vous allez donc pouvoir voir vos équipes et en rajouter, enfin rajouter des membres dans votre équipe. Et très important, vous pourrez aussi contrôler les versions. Ok, bon, la notion de version, on verra ça un peu plus tard, mais retenez que vous pouvez simplement donc construire votre application et que tous les jours, vous allez pouvoir avoir ce qu'on appelle des snapshots. Ok, donc ça veut dire que si demain, voilà, vous faites une connerie sur votre application, vous pourrez très bien revenir à la version précédente ou revenir à la version d'il y a une semaine ou d'il y a 2 semaines, etc., etc. Ensuite, ça, pour moi, c'est vraiment la fonctionnalité qui fait toute la puissance de Flutterflow, c'est la possibilité d'exporter le code. Exporter le code, ça veut tout simplement dire que si demain, vous ne voulez plus utiliser la plateforme Flutterflow, vous pouvez simplement exporter le code et engager donc un développeur qui sait utiliser donc le langage Flutter, okay, puisque Flutterflow est basé sur le langage Flutter. Et donc voilà, de cette manière-là, vous ne serez plus main lié avec la plateforme Flutterflow. Ok, donc ça c'est très important parce que la majorité, enfin je dirais même 99% des outils no-code d'aujourd'hui ne proposent pas la possibilité d'exporter son code. Optimiser votre flux d'utilisateur, ça c'est très bien. Vous avez ce qu'on appelle un storyboard. Ça, on le verra également lors des vidéos suivantes. C'est la possibilité en fait de voir toutes les pages qui ont été créées dans votre application. Donc ça permet vraiment d'avoir un visu assez large sur ce qui a été fait. Ensuite, donc gérer facilement donc les systèmes de conception. Donc oui, là effectivement vous allez avoir pas mal de modifications que vous allez pouvoir mettre en place, notamment au niveau de la typographie, au niveau des couleurs, etc. Et ensuite, oui, vous avez également pas mal de choses que vous allez pouvoir ajouter, comme par exemple Google Maps, comme Stripe, comme Revenue-Kate. C'est, si vous voulez, ce qu'on peut appeler notamment des plugins, donc des choses que vous allez rajouter à votre application et qui va justement enrichir votre application. Et donc ensuite, vous avez pas mal de choses que vous pouvez donc rajouter, notamment des API, etc. Donc là, on fait vraiment donc un tour large par rapport à Flutterflow, mais prenez le temps, juste après cette vidéo, de regarder plus concrètement ce qu'il y a sur la plateforme, okay, parce que je ne veux pas que la vidéo soit extrêmement longue. Je vous présente simplement donc les plus grosses features, les plus grosses fonctionnalités de Flutterflow. La partie tarification, on le verra lors d'une vidéo qui sera donc dédiée simplement à la tarification. Ensuite, au niveau des documents, au niveau du doc, pardon. Ça, c'est une page qui est très importante parce que comme je vous ai dit, on ne commence pas directement à construire des applications avec un outil no-code tant qu'on n'a pas fait un tour complet. Pourquoi? Parce que cette partie-là, Docs, vous permet de répondre à... Enfin, c'est une page en fait qui répond à absolument toutes vos questions. Donc là, on a par exemple la partie General Settings, on a la partie Project Setup. Bon, ce qu'on va faire pour que vous puissiez comprendre, c'est qu'on va traduire en français. Donc là, on vous met plein de tutos sur comment configurer votre projet, sur les paramètres de votre application, sur les composants, sur les animations. Bon, dans cette formation, on verra tout ça, ok? Mais si vous voulez revenir sur certains termes, vous allez pouvoir donc revenir sur la doc qui est en plus enrichie très souvent par Flutterflow, ok? Puisque forcément, avec les outils no-code, vous avez très souvent des mises à jour. Et donc, en fait, avec ce doc, donc avec cette page, vous allez pouvoir donc répondre à la majorité de vos questions. Ensuite, donc on a la partie entreprise. Donc entreprise, ce sera vous, hein, parce que quel que soit votre objectif, qui est soit de donc développer une application mobile donc que vous souhaitez monétiser, ou soit de simplement devenir freelance Flutterflow, ça va vous servir puisque vous allez pouvoir avoir un dashboard avec donc la majorité de vos ventes, avec vos transactions, etc., etc. Ok, donc comme vous pouvez le voir, il y a forcément pas mal d'entreprises qui font confiance à Flutterflow. Donc oui, vous avez, comme on l'a vu lors de la page précédente, des outils de collaboration, la possibilité donc d'avoir une plateforme qui est multiplateforme, enfin une application qui est multiplateforme, la possibilité ensuite donc d'étendre la plateforme avec du code, ça c'est très important, hein. Donc c'est plus un outil low code que no code. Donc vous pouvez rajouter du code. Bon, ce ne sera pas forcément nécessaire au début puisque bon, le but c'est vraiment d'avoir une formation simplement en no-code. Et donc ensuite vous avez pas mal de fonctionnalités supplémentaires. Alors ensuite, la partie expert, elle est pas mal. Parce que en fait, c'est donc une partie qui va vous permettre de trouver donc des agences qui sont donc bons sur Flutterflow. Et voilà, si vous souhaitez déléguer du travail, et bien vous pouvez simplement aller sur cette page-là et donc simplement engager un expert. Bon, au final, l'expert, ça va être vous, donc c'est pas forcément une page qui sera extrêmement importante, mais imaginons, voilà, vous avez une agence et vous commencez à avoir beaucoup de clients, ça pourra
peut-être vous servir de trouver des développeurs qui sont bons sur Flutterflow pour déléguer certaines tâches. Alors ensuite, on a donc la partie agence. Ok, donc révolutionner donc le flux de travail de votre agence avec Flutterflow. Donc là, c'est pareil, hein, ça se répète un peu au niveau de ce qui a été dit donc précédemment. Donc oui, vous avez la possibilité de rajouter des widgets, de faire des créations visuelles, etc., etc. Mais une partie que je voulais également vous présenter et qui est extrêmement importante, c'est la possibilité de générer avec de l'IA. Pour l'instant, donc ce n'est pas ouvert, ok, puisque à l'heure actuelle, donc à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a ce qu'on appelle une waitlist, donc une liste d'attente pour utiliser cette fonctionnalité. Mais voilà à quel point Flutterflow est puissant et sera puissant à l'avenir, c'est que vous aurez la possibilité d'utiliser de l'IA pour simplement créer votre application. Donc vous allez rentrer un prompt, comme par exemple, je ne sais pas, génère-moi une page, un menu accueil, un menu qui contient donc un onglet compte, un menu qui contient également l'onglet panier. Et vous allez pouvoir construire votre application de cette manière-là et pouvoir optimiser derrière en faisant du no-code, en glissant, déposant des widgets, etc., etc. Ok, donc simplement en entrant un prompt, simplement en rentrant une phrase, vous allez pouvoir donc créer la base de votre application et ça, je trouve que c'est extrêmement puissant. Ok, donc voilà pour cette courte vidéo de présentation. Bien entendu, prenez bien le temps, juste après cette vidéo, de regarder plus en détail ce que propose donc l'outil Flutterflow, parce que ce que j'aime, c'est oui, vous présenter donc l'utilisation de la plateforme, mais qu'il y ait aussi un travail de votre côté, un travail assez individuel qui vous permettra justement d'être autonome et de vraiment comprendre la plateforme. Alors dans cette vidéo, on va donc voir les différents prix proposés par Flutterflow, donc on verra le pricing. Pour ça, donc on va simplement cliquer sur l'onglet Pricing. Et donc en arrivant sur la page, donc il y a deux choses. La première, c'est qu'on peut voir qu'il y a 4 plans. Ok, donc un plan gratuit, un plan standard, un plan pro et un plan Teams. Et il faut savoir également que vous avez la possibilité de payer donc soit mensuellement ou soit annuellement. Si vous payez annuellement, vous avez donc moins 25% sur le prix, ce qui veut dire que, donc, par exemple, pour le plan pro, donc si vous payez mensuellement, vous allez payer donc ça 70 $ par mois, tandis que si vous payez donc annuellement, ça vous revient donc à 50 $ par mois. Ok, mais forcément, si vous payez annuellement, donc ce sera donc directement d'un coup. Alors ensuite, ce qui est très important, c'est de voir ce que propose chaque plan. Donc pour le plan gratuit à 0 $ par mois, c'est donc un très bon plan si vous souhaitez simplement débuter et découvrir la plateforme. Il faut savoir que donc au niveau des fonctionnalités, vous avez quand même des fonctionnalités qui sont pas mal. Bon, je vous conseillerais pas forcément d'utiliser ce plan-là si vous souhaitez donc tester votre application directement à l'extérieur de Flutterflow, on le verra pourquoi. Mais simplement pour découvrir la plateforme, c'est pas mal. Donc ici, on a ce qu'on appelle donc le Core Platform Features. Donc en gros, c'est des fonctionnalités qui vont vous permettre de simplement créer votre application pour mobile, mais également pour le web. Donc c'est pour ça qu'on vous dit Core Platform, ça veut simplement dire que vous avez la possibilité d'utiliser votre application sur plusieurs plateformes. Ensuite, on a donc ce qu'on appelle le Pre-Build Template. Donc en fait, c'est plusieurs templates qui sont déjà préfaits. Comment vous dire? Les templates, c'est très bien. Ok, c'est extrêmement bien parce que ça vous permet d'aller beaucoup plus vite. Imaginons que vous souhaitez simplement créer une application de livraison, ok, pour je sais pas, un restaurant. Et bien vous allez pouvoir, par exemple, choisir un template qui est préfet, donc des applications qui sont déjà préfaites, et optimiser selon ce que vous souhaitez mettre en place. Par contre, n'utilisez jamais les templates si vous n'êtes pas formé à l'outil. C'est extrêmement important parce que si vous utilisez des templates alors que vous n'êtes pas formé, vous n'allez au final rien comprendre et vous allez arriver avec une application qui ne sera pas fonctionnelle. Donc, attendez d'être bien formé avant de commencer à utiliser les templates. Ensuite, on a donc la partie Firebase Integration. Firebase, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard parce que ça fera l'objet d'un gros module. Mais voilà, Firebase globalement, ça vous permet en fait d'avoir une base de données et d'enregistrer les données donc de votre application. Ensuite, ici, on a donc ce qu'on appelle des API endpoints. Les API feront également l'objet d'un module, mais voilà, on va prendre un exemple très simple. Imaginons que vous souhaitez développer un chat GPT qui permet imaginons, voilà, vous lui posez des questions sur la partie santé, ok, et il est entraîné pour répondre à des questions par rapport à la santé. Et bien pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle l'API de ChatGPT. Donc,
ChatGPT met à disposition leurs données pour que vous puissiez donc créer des applications. Et donc, vous allez pouvoir utiliser ces données en simplement faisant ce qu'on appelle des appels API. Donc, on demande à ChatGPT, ok, donc l'utilisateur a écrit ça sur l'application, s'il te plaît, avec ta puissance, renvoie-moi donc la réponse. Et B, donc l'API va renvoyer une réponse vers votre application que vous allez pouvoir donc afficher à votre utilisateur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un API endpoint. Donc c'est la possibilité de rajouter l'API ChatGPT. Et donc au maximum, vous allez donc avoir 2 API endpoints avec le plan gratuit. Ensuite, ici, on a plein de choses qui ne sont pas forcément présentes dans le plan gratuit, mais on peut déjà voir donc l'APK download et le code download. Ok, et donc ces deux-là ne sont pas présents sur le plan gratuit, mais ils sont présents sur le plan standard. Alors, qu'est-ce que c'est? L'APK Download, c'est la possibilité en un clic de télécharger l'application que vous allez développer avec Flutterflow et de pouvoir l'utiliser sur un téléphone Android. Ok, donc c'est simplement un fichier que vous allez télécharger et que vous allez pouvoir utiliser simplement. Ok, donc pour résumer, on clique sur un bouton sur Flutterflow. On télécharge donc l'application, le fichier de l'application sur un téléphone Android et simplement en cliquant sur le fichier, on installe l'application sur le téléphone Android et on est capable de l'utiliser. Donc ça, c'est vraiment pas mal pour pouvoir faire des tests, que vous allez pouvoir tester votre application sur la plateforme, mais c'est toujours mieux de pouvoir le faire sur mobile. Ensuite, vous avez donc le code download, donc c'est la possibilité d'exporter le code, de le télécharger. Ça, c'est extrêmement bien. Vous n'allez pas forcément en avoir besoin au début, mais ça peut toujours servir. Donc, une fois que vous souhaitez, par exemple, partir de la plateforme Flutterflow pour simplement avoir votre code, et bien vous pouvez simplement prendre le plan standard et donc télécharger le code. Ensuite, ici, donc, on a plusieurs fonctionnalités qui sont présentes sur le plan Pro, mais pas sur le plan standard. Donc, sur le plan Pro, on a donc la partie GitHub Integration. GitHub Integration, c'est la possibilité de relier GitHub avec votre compte Flutterflow. Et GitHub, qu'est-ce que c'est? Alors, on va simplement donc aller sur GitHub, directement ici. GitHub, voilà. GitHub, en fait, c'est une plateforme qui vous permet donc d'héberger votre code. C'est extrêmement bien, extrêmement puissant, et croyez-moi que quasiment tous les projets code utilisent donc cette plateforme parce que oui, c'est très bien donc d'avoir votre projet sur Flutterflow, mais c'est toujours bien de l'avoir hébergé quelque part parce que même si vous partez de la plateforme Flutterflow, le code, oui, vous allez l'avoir sur votre PC, mais imaginons que vous perdez toutes les données de votre PC, et bien là, vous allez pouvoir l'avoir sur GitHub. Donc, c'est très intéressant pour simplement enregistrer donc les informations de votre application et le code surtout. Ensuite, on a donc l'app et le Play Store Deployment. Vous ne l'avez pas sur les autres plans, mais vous l'avez sur le plan Pro. Et moi, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai pris donc le plan Pro, c'est cette fonctionnalité. En fait, en cliquant sur un seul bouton, c'est très simple, vous allez pouvoir donc exporter votre application sur l'App Store et le Play Store. Donc c'est extrêmement bien parce que si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas cette fonctionnalité, vous allez tout devoir faire manuellement et il faut vraiment que vous vous y connaissez pour pouvoir le faire. Je m'y connais personnellement, mais c'est des choses qui prennent beaucoup de temps et cette partie-là nous fait gagner énormément de temps parce que forcément quand on veut tester par exemple sur l'App Store, c'est très bien parce qu'en un clic on peut le faire et franchement pour 40 $ par mois en plus, cette fonctionnalité vaut largement le coup. Ensuite, donc on a le One Click App Translations with Google Translate. Ce qui est très bien, c'est qu'en un clic, vous pouvez donc traduire votre application en plusieurs langues. Et ça, c'est game changer parce que vous allez pouvoir proposer votre application sur plusieurs marchés. Ok, donc c'est un marché qui est international et ça c'est top. Ensuite, vous avez donc le chat support. Donc là, c'est la partie, c'est la possibilité simplement de pouvoir avoir un support et donc de discuter avec le service après-vente. Donc, si vous avez des questions ou autres, ça, c'est aussi pas mal. Par contre, vous n'avez pas le Manage Billing et le Share Design Library. Pourquoi? Parce que ça, c'est réservé donc au plan Teams, qui est à 70 $ par mois et par utilisateur. Ça, c'est un plan qui est très bien si vous souhaitez collaborer avec d'autres développeurs Flutterflow. Et en fait, vous avez donc un maximum de 10 places par compte. Et encore une fois, oui, c'est 70 $ par mois et par utilisateur. Et à ce niveau-là, par contre, vous avez la possibilité donc de gérer la facturation. Et ça, c'est très bien. Parce qu'en général, ce plan-là, c'est surtout les agences qui le prennent. Et la possibilité aussi de partager donc le design.
Ok, donc voilà pour ces 4 plans. Moi, ce que je vous conseillerais pour commencer, c'est le plan gratuit, ce sera largement suffisant. Mais ensuite, il faudra notamment partir sur un plan plutôt pro. Le plan standard, il est pas mal si vous avez un téléphone Android. Par contre, si vous avez un téléphone iOS pour tester votre application, franchement, prenez le plan pro. C'est 70 $ par mois, mais croyez-moi que une fois que votre application est prête et que vous pouvez rentabiliser votre application, voilà, 70 $ par mois, c'est pas non plus énorme. Et donc, vous avez aussi la possibilité donc de commencer gratuitement à utiliser donc les plans avec un essai gratuit. On va donc créer ensemble un compte Flutterflow. Pour ça, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton Sign In et ensuite, vous allez donc être redirigé vers une page où vous allez donc pouvoir simplement vous connecter ou éventuellement créer un compte. Pour ça, déjà une chose très importante, c'est que pour vous connecter, vous avez la possibilité de le faire avec donc, Google, avec un compte Apple, avec un compte GitHub ou avec un compte Microsoft. Okay. Ou alors, une autre option, c'est de pouvoir vous connecter avec votre adresse email et un mot de passe. Bon, nous, ce que l'on veut pour cette vidéo, c'est simplement créer un compte. Donc, on va descendre en bas et cliquer sur Create Account. Et ici, encore une fois, vous avez la possibilité donc, de choisir l'une de ces options ou alors de vous inscrire avec une adresse email et un mot de passe. Bon, c'est un petit conseil que je vais vous donner, mais moi, ce que j'aime généralement, c'est me connecter avec un compte Google ou autre, l'une de ces 4 options, parce que ça me permet de me connecter en un seul clic et forcément, ça me fait gagner beaucoup de temps plutôt que de à chaque fois devoir rentrer mon adresse email et mon mot de passe. Mais pour cette vidéo, ce que l'on va faire, c'est simplement donc, créer un compte avec une adresse email. Alors pour ça, donc, vous allez rentrer votre adresse. Donc moi, je vais mettre support@jbsensei.com. Ensuite, je vais mettre donc mon mot de passe. Ensuite, donc, on va confirmer le mot de passe et on va cliquer sur Create Account. Alors, de cette manière-là, on est redirigé donc vers une page qui nous dit que y a un tutoriel que l'on peut commencer. Donc, c'est pas mal parce que ça nous introduit la plateforme. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement cliquer sur le bouton Start Tutorial de votre côté. On ne le fera pas pour cette vidéo parce que dans tous les cas, tous les éléments qui sont G, on le verra donc lors de la vidéo suivante. Alors, dans cette vidéo, on va donc simplement faire un petit tour de l'interface pour voir ce que nous propose Flutterflow. Alors, je sais que si vous venez pour la première fois sur cette interface, vous allez peut-être être choqué du nombre d'éléments qu'il y a. Mais ne vous inquiétez pas, on aura tout le temps lors de cette formation de rentrer dans les détails. Le but de cette vidéo, c'est vraiment juste de faire un petit tour, comme lorsque on rentre la première fois dans une maison et de voir donc les pièces qu'il y a. Et bien là, c'est exactement la même chose. On va simplement faire un petit tour pour voir ce que nous propose Flutterflow sur l'interface. Alors déjà, ce qu'on a ici, donc c'est le Builder. Okay, donc c'est en fait un rendu de votre application. Donc ici, en fait, c'est une application test qui est Travel App, donc une application de voyage. Et là, quand vous passez votre souris, vous pouvez voir qu'il y a donc des éléments. Ok. Donc là, on a par exemple ce qu'on appelle un élément texte. On a ici donc un élément icône. Ici, on a par exemple également un texte. Donc là, c'est vraiment tous les éléments que vous pouvez avoir. Vous pouvez cliquer dessus. Voir également les supprimer en faisant un clic droit et en cliquant sur donc l'icône Delete. Et ici, vous avez également pas mal d'éléments. Ok. Ce qui est bien ici, c'est que vous pouvez également donc voir le Dark Mode, parce qu'ici en fait vous avez 3 petits boutons qui sont pas mal. Donc ici vous pouvez voir le Dark Mode, donc comment est votre application avec le mode sombre. Ici vous avez donc la possibilité donc de voir votre application donc sur un téléphone mobile. Bon, en fait là normalement vous devriez pouvoir voir votre application directement sur ce qu'on appelle un device, donc une application. Pour le coup, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a un petit bug, mais normalement, voilà, au moment où vous suivez cette vidéo, vous allez pouvoir donc l'utiliser. Ensuite, ici, on a donc le Display Resize Handlebars. En fait, en cliquant dessus, vous avez la possibilité donc d'avoir donc des éléments qui apparaissent juste ici. Et en fait, en simplement déplaçant le curseur, vous pouvez donc simplement donc redimensionner votre application. Okay, pour voir à peu près comment est-ce que ça rend. Ici, donc, vous avez la possibilité d'afficher votre application sous différentes formes. Donc ici, donc, plutôt sur donc, des iPhones, donc l'iPhone 13 Pro Max, l'iPhone 13, etc., etc. Ici, c'est plutôt donc, le format tablette.
Ok, donc le format iPad. Et ensuite, vous avez donc également le format desktop, donc le format ordinateur. En cliquant par exemple sur MacBook Pro 14, vous pourrez voir à quoi ressemble votre application sur le MacBook. Parce que je le rappelle, votre application est multiplateforme, donc il peut être disponible aussi bien sur mobile que sur tablette, mais également que sur ordinateur. Ok, donc nous on va revenir sur donc l'iPhone 13 Pro Max et on va revenir à 90%. Ce que vous avez également la possibilité de faire, c'est qu'ici, vous avez la possibilité d'afficher donc un clavier, donc en cliquant sur Display Keyboard. Alors, c'est pas mal si vous souhaitez simplement donc afficher donc un clavier directement sur votre interface, sur votre application pour voir comment est-ce que ça rend. Alors, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'ici, donc à gauche, vous avez pas mal d'icônes, ok? Donc, ce qui est dommage avec Flutterflow, c'est qu'on est obligé à chaque fois en fait, de passer la souris sur l'icône pour savoir à quoi ça correspond. Et donc, même moi, après pas mal de temps passé sur la plateforme, je connais très bien la plateforme, mais parfois je suis obligé de repasser ma souris sur une icône pour vraiment comprendre ce que c'est. Bon, c'était un petit détail, c'était pas super dérangeant, mais bon, c'était quand même important de le dire. Donc ici, c'est l'UI Builder. L'UI Builder, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la possibilité d'avoir plein d'éléments que vous allez simplement pouvoir glisser, déposer sur votre application. Donc ici, on a pas mal d'éléments. On a donc des éléments qui sont très souvent utilisés, donc comme le texte, la partie colonne, row, image, etc. Tout ce qui est colonne, row, container, etc. Vous inquiétez pas, on aura la possibilité de voir ça. Hein. Ce qu'on appelle les layout elements. Ok, donc c'est, si vous voulez, des éléments qui vont contenir d'autres éléments. Et ici, on a les éléments de base, ok, donc comme les éléments texte, éléments vidéo, possibilité de rajouter des icônes, etc. etc. Donc c'est pareil que tous les autres outils no-code, hein, vous avez simplement à faire du glisser-déposer, donc glisser et déposer, et ensuite vous pouvez donc modifier l'élément. Donc ici on a l'élément Hello World, ok, donc on peut mettre autre chose, hein. Je vais mettre par exemple JB Sensei, et très important ici en fait à chaque fois que vous cliquez sur un élément, vous avez la possibilité en fait de modifier cet élément, de le paramétrer avec pas mal de choses. Par exemple, ici, on a la possibilité de changer donc, la couleur du texte. Donc ici, je vais par exemple le mettre en blanc. Et donc là, je peux également donc, modifier la taille. Si je mets donc 20 pixels, vous pouvez voir que la taille va augmenter. Et ici, on a plein d'éléments qui nous permettent donc de paramétrer notre texte. Forcément, on ne va pas rentrer dans les détails puisque ça, c'est quelque chose qu'on verra lors des vidéos suivantes. Ensuite, ici, très important, on a ce qu'on appelle le widget tree. Qu'est-ce que c'est? C'est que ici, donc pour notre homepage, ok, parce que c'est la page d'accueil, on a tous les éléments qui sont présents dans notre page. Donc ça, c'est très bien parce que ça nous permet de voir comment est construite notre page. Et c'est très bien parce que vous pouvez également donc raccourcir l'élément ou cliquer dessus pour voir tous les éléments qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, on a ici donc le Page Selector. Donc, ça vous permet de voir donc la liste des pages qui sont présentes. Ok, donc ici on a 4 pages donc dans notre application d'exemple. Donc la page d'accueil, on a la page donc de détail. Ici donc on a la page profil et ici donc on a une page blank, donc une page vide. Ce qui est très bien, c'est qu'ici vous avez la possibilité de créer une nouvelle page et vous pouvez également partir d'un template préexistant, ça c'est extrêmement bien. Ça veut dire qu'ici, par exemple, vous avez donc plusieurs onglets pour donc des types de pages. Ici, on a donc l'onglet Authentication, donc l'onglet qui permet simplement de s'inscrire ou de se connecter. Donc là, c'est vraiment des templates de pages de connexion ou d'inscription, vous en avez plein. Et vous pouvez donc simplement choisir donc le template. Vous avez également donc chat. Okay, donc la possibilité de créer des pages chat déjà existants. Voilà à quel point c'est extrêmement puissant. Bon, au début, on ne va pas forcément utiliser ces templates, parce qu'encore une fois, comme je vous ai dit, pour utiliser des templates, il faut vraiment être formé à Flutterflow pour vraiment savoir ce que vous faites. Mais voilà, globalement, la puissance de Flutterflow, c'est aussi de pouvoir réutiliser des templates préexistants. Là, si vous souhaitez par exemple créer une application mobile e-commerce, et bien c'est pareil, vous avez donc la possibilité de choisir des templates préexistants par rapport, par exemple, au checkout, au panier, etc. etc. Bon, nous, par exemple, on peut très bien choisir une page de connexion. Alors, une page qui m'a l'air sympa, c'est par exemple... alors,
On va prendre celle-ci, je pense qu'elle est pas mal. On va utiliser, ah oui, vous avez la possibilité soit d'utiliser votre thème ou soit d'utiliser le thème du template. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous, de votre côté, lorsque vous allez créer votre application, vous allez avoir la possibilité de paramétrer les couleurs principales de votre application. Ok, donc ça peut être par exemple noir et blanc ou rouge et bleu, etc., etc. Donc là, lorsque vous utilisez un template, vous allez pouvoir utiliser votre propre thème. Ça veut dire que si vous utilisez ce template, ok, là par exemple, vous voyez qu'il y a un bouton, vous voyez, il y a le bouton Create Account, juste ici, hein, et juste en dessous, on a donc le texte Sign in Here, ok, already have an account Sign in Here. Et bien si votre thème c'est la couleur noir et blanc, et bien vous allez par exemple avoir votre bouton Create Account en noir et non pas en violet, et le texte Sign in Here, pareil, il sera également en noir. Ok, donc là on va utiliser le thème du template, et là vous pouvez donc renommer la page. Là, on va laisser Create Account, c'est très bien. On va cliquer sur Create Page. Voilà, et de cette manière-là, vous pouvez voir qu'il y a donc la page qui a été rajoutée directement sur la liste des pages. Ok. Ensuite ici, ça on l'a vu lors des vidéos précédentes, lors de la vidéo de présentation de la plateforme, vous avez ce qu'on appelle le storyboard. Le storyboard, c'est vraiment pas mal parce que ça vous permet en fait de voir comment sont connectées vos pages. Ok, bon pour le coup, là je crois qu'il n'y a pas de page qui est connectée avec la page d'accueil, donc forcément il n'y a pas de flèche, mais globalement une fois que vous allez créer votre application et que vous aurez plusieurs pages qui sont connectées, mais vous allez pouvoir avoir donc la liste de vos pages et voir comment est-ce qu'ils sont reliés. Donc ça c'est vraiment une fonctionnalité qui est pas mal. Ensuite ici on a la partie Connect. Ok, la partie Connect. Là, c'est la partie, donc, cet onglet, c'est la partie Firestore. Donc, c'est la partie qui vous permettra de voir comment est votre base de données. Ok, ça c'est très important. Firebase, encore une fois, on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Mais globalement, ça vous permet de voir comment est votre base de données et ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ici, on a par exemple donc la table Users. Donc, ce qui vous permet donc d'avoir la liste de vos utilisateurs. Et ici, on a ce qui définit vos utilisateurs. Donc, un utilisateur dans l'application a une adresse email, donc a un nom, a une photo, a un identifiant, a une date de création et un numéro de téléphone. Ici, on peut également voir donc le type de données. Ok. Donc, encore une fois, tout ça, on pourra y revenir un petit peu plus tard. House Details, c'est pareil. Ok. Donc, qu'est-ce qui définit une maison? Ça va être donc son nom, sa note, son image, son prix, sa description, son adresse et sa grosse image. Ok. Ensuite ici, on a donc l'app state. Ok, bon l'app state, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, ça permet justement d'avoir des variables par rapport à votre application. Alors peut-être que ce n'est pas clair pour l'instant, mais vous inquiétez pas, encore une fois, on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Ici, donc, on a les API calls. Ok, donc là, c'est ce qui va vous permettre de faire ce qu'on appelle des appels API. Pareil, ça, on aura l'occasion d'y revenir parce que ça fera l'objet d'un module. Ici, on a donc tous les médias qui ont été rajoutés dans votre application. Ensuite, ici, on a donc la partie Custom Code. Alors, qu'est-ce que c'est que la partie Custom Code? Il faut savoir que, oui, effectivement, Flutterflow est un outil no-code. Mais on pourra plus le définir comme un outil low-code, donc moins de code, dans le sens où, oui, vous allez faire du no-code, mais vous pouvez rajouter aussi du code. Ça, c'est très bien si vous y connaissez en code, parce que ça vous permettra encore une fois de n'avoir aucune limite sur Flutterflow. S'il y a des choses qui ne sont pas possibles directement sur la plateforme Flutterflow, eh bien, vous avez simplement à rajouter du code. Voilà pourquoi Flutterflow, encore une fois, est pour moi le meilleur outil no-code qui existe aujourd'hui sur le marché, parce que oui, vous pouvez rajouter du code si vous êtes par exemple accompagné d'un développeur. Ensuite ici, donc un onglet très important, c'est la possibilité donc de paramétrer le style de votre application. Alors ici, vous avez donc la possibilité de paramétrer les couleurs de votre application, et ça c'est vraiment bien. Ok, donc les couleurs primaires, secondaires, tertiaires, etc., etc. Ici, vous avez la possibilité de choisir donc la typographie de votre application. Typographie qui est donc un élément extrêmement important. Par le passé, lorsque je lançais des applications, je ne faisais pas trop attention au branding. Mais une fois que vous avez votre application et que vous avez une vraie image de marque, faites très attention à avoir donc une typographie qui est bien définie. C'est très important parce que c'est ce qui intensifie votre image de marque. Okay. Ici, on a également donc les thèmes widgets. Ça, on aura également l'occasion d'y revenir un peu plus tard.
Ensuite ici, on a la partie Settings and Integrations. Donc c'est la partie paramètres qui va vous permettre donc de modifier le nom de votre application. Ici, on a ce qu'on appelle le package name, donc c'est l'identifiant de votre application. Donc c'est ce qui va permettre par exemple à Google de savoir quel est donc l'identifiant de votre application. Ici, on a également pas mal de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Navbar and Appbar. Donc, c'est la possibilité donc de styliser. Vous savez, en fait, quand vous êtes sur une application, vous avez donc une barre qui est parfois au-dessus. Alors, ça, c'est pas mal parce que ça va vous permettre de choisir vraiment quel type de barre est-ce que vous voulez donc sur vos applications, sur les pages de vos applications. Ensuite, ici, on a la partie Collaboration. Donc ici, c'est très bien parce que ça va vous permettre de rajouter des collaborateurs, des utilisateurs pour votre projet. Ici, on a la partie Firebase. Encore une fois, la partie Firebase, on y reviendra un petit peu plus tard. Ici, on a la partie langage. Ok, donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez choisir un langage primaire, un langage secondaire, et également plusieurs langages, ce qui vous permettra donc de proposer votre application sur plusieurs marchés. Si vous voulez, par exemple, que votre application soit en espagnol, eh bien, vous pouvez. Ici, donc, on a donc la partie platforms. Donc, c'est sur quelle plateforme donc sera votre application mobile. Donc, par exemple, sur Android, iOS, sur macOS, etc., etc. Ici, on a ce qu'on appelle donc les permissions. Ok, donc les permissions, ça fera l'objet encore une fois d'une autre vidéo, mais c'est par exemple, voilà, une fois que vous avez votre application, il faut que vous donnez la permission à vos utilisateurs, par exemple, que vous puissiez utiliser leur microphone, leur caméra, etc. Et bien tout ça, vous allez pouvoir le paramétrer ici. Ensuite, ici, on a tout ce qui est paramètres par rapport à l'application en elle-même. Donc tout ce qui est par exemple notification push. Donc vous savez, les notification push, pour ceux qui ne savent pas, c'est par exemple, je ne sais pas, imaginons vous êtes sur votre téléphone, vous avez commandé, vous avez fait une commande sur Uber Eats, et bien lorsque votre commande est prise en charge, il y a une notification qui apparaît, et bien c'est exactement ça. Ok, c'est toutes les notifications qui apparaissent sur votre téléphone. Et bien ça, pour votre application, vous pouvez le mettre en place et vous avez simplement fait à l'activer à ce niveau-là, donc en cliquant sur Enable Push Notification. Cette partie-là, pour moi, c'est l'une des parties les plus importantes. Ok. Bon, pour l'instant, c'est pas disponible parce qu'en fait, il faut choisir le plan pro à 70 $ par mois. Donc, je l'ai pas sur ce compte. Mais une fois que, enfin, si vous l'utilisez, vous allez avoir la possibilité, encore une fois, de déployer votre application mobile directement sur l'App Store et le Play Store en cliquant sur un seul bouton. Ok, ils le disent, Easy One Click Deployment. Ok, ça vous évite de devoir exporter le code. Ok, parce que si vous avez le plan standard, donc qui est à 30 $ par mois, vous ne pourrez pas le déployer en un seul clic. Vous allez devoir exporter le code et devoir tout paramétrer par vous-même en dehors de la plateforme. C'est pas forcément ce que je conseille. Le plan Pro à 70 $ vous permet de exporter votre application en un clic et ça c'est pour moi un game changer. Ici vous avez la partie web publishing, donc la possibilité donc de mettre votre application en ligne, donc pour pouvoir l'utiliser simplement en ligne. Et ici on a également tous les paramètres concernant donc la possibilité de pouvoir payer en fait. Stripe, c'est simplement un processeur qui va permettre à vos utilisateurs de payer directement dans vos applications et ça, c'est vraiment pas mal. Et donc ici, vous avez également plein de paramètres concernant l'intégration de votre application. Par exemple, ici, vous avez donc Google Analytics. Google Analytics, c'est vraiment pas mal parce que ça vous permet de voir, par exemple, toutes les datas par rapport à votre application, donc le nombre de visiteurs, d'où est-ce qu'ils viennent, comment est-ce que vous les avez convertis, comment est-ce qu'ils ont par exemple traversé le tunnel de vente, etc., etc. Donc là, vous avez pas mal de choses. On va pas tout voir parce que sinon ça prendra beaucoup trop de temps. Mais globalement, voilà ce que ça donne. Ensuite, très important à ce niveau-là, vous avez la possibilité de voir à quoi ressemble votre application en cliquant sur l'œil juste ici. Ok, donc vous pouvez voir à quoi ressemble votre application en cliquant sur l'œil, mais vous ne pourrez pas utiliser votre application directement. Je m'explique. Voilà, donc là, ici, on arrive par exemple sur donc, la page de création de compte. Ok, donc là, par exemple, vous allez pouvoir donc rajouter des données, donc contact@jbsensei.com, confirme password, tac tac. Et là, si vous cliquez sur Create Account, ok, il va rien se passer parce que le but du preview, c'est simplement de jeter un coup d'œil sur à quoi ressemble votre application. Et par exemple, si vous cliquez sur Create Account, ça ne va pas vraiment créer un compte. Si vous souhaitez vraiment tester l'utilisation de votre application, pas forcément juste pour les éléments visuels, mais vraiment tester le fonctionnement de l'application,
et que quand vous cliquez par exemple sur Create Account, bah, ça crée vraiment un compte, il ne faut pas aller sur l'œil. Okay, donc là, c'est vraiment pour voir les éléments visuels. Il faut cliquer sur Run. Okay? Run your app in test mode. Et de cette manière-là, en cliquant dessus, alors là, ici, on nous dit Fix errors in the project before running. Donc là, en gros, on nous dit qu'il y a des erreurs et qu'on ne peut pas faire marcher l'application. Et pour voir les erreurs, c'est juste ici. Okay, donc là, on a ce qu'on appelle les project issues. Donc en cliquant dessus, on nous dit quels sont les problèmes. Donc là, on nous dit Authentication Page Setup. Okay, donc là, il y a pas mal de choses à paramétrer sur cette page-là pour pouvoir l'utiliser. Alors, ce n'est pas le but de cette vidéo. Donc, ce qu'on va faire pour régler le problème, c'est qu'on va simplement supprimer cette page. Ok, donc Delete Page. Voilà, comme ça, on n'aura plus l'erreur. Et là, on va cliquer sur Run Your App in Test Mode. Et c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir donc voir la page de votre application, hein, parce que quand vous cliquez sur Run Your App Test Mode, ça vous affiche en fait la page que vous avez sélectionnée. Donc là, on est sur la home page. Donc parfois, ça prend quand même pas mal de temps pour justement se mettre en place. Okay, parfois, ça peut prendre 2 à 3 minutes avant que vous puissiez commencer à utiliser l'application parce qu'il prépare en fait tous les éléments. Et en fait, une fois que vous arrivez sur la page et une fois que tout est prêt, vous allez vraiment pouvoir tester votre application comme si vous l'aviez sur votre téléphone. Ok. Alors, on ne va pas le faire sur cette vidéo parce que ça va prendre un petit peu de temps. Mais globalement, si vous souhaitez simplement tester une page d'inscription, de connexion et faire en sorte que lorsque vous cliquez par exemple sur créer le compte, mais que ça se rajoute bien en base de données, n'utilisez pas l'élément preview, utilisez bien l'élément run app in test mode. Ok, c'est extrêmement important. C'est un module qui est extrêmement important parce que je sais à quel point Flutterflow est un outil compliqué. Je sais que c'est un outil qui sera assez simple à prendre en main pour les développeurs, mais je sais très bien que c'est un outil qui sera vraiment compliqué à prendre en main pour les personnes qui n'y connaissent absolument rien en programmation. Okay, et le but de cette formation, c'est vraiment que vous ayez toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir utiliser Flutterflow. Et pour que vous ayez les connaissances nécessaires, on doit forcément aborder des notions de programmation, okay, donc comprendre les différentes définitions qui sont donc autour de la programmation. Et donc ça va être l'objet de cette vidéo où on va parler donc des éléments visuels. Mais pour comprendre ce qu'est un élément visuel, il faut comprendre déjà ce qu'est une interface utilisateur. Alors, l'interface utilisateur, okay, donc sur Flutterflow, mais aussi sur absolument toutes les plateformes que vous pourrez rencontrer en no-code, l'interface utilisateur, c'est donc aussi appelé UI, et c'est en fait un pont entre vous et l'application. Okay. L'UI, c'est ce que vous voyez sur l'écran. Okay. Lorsque vous allez sur une application, vous voyez plein d'éléments, des images, du texte, vous pouvez voir énormément de choses, et bien ça, ce sont donc les éléments qui sont contenus dans l'UI. Okay, donc l'UI, globalement, grosso modo, c'est tous les éléments que vous allez pouvoir voir et avec lesquels vous allez pouvoir interagir. Okay, donc par exemple, quand vous cliquez sur une image, l'image que vous voyez, ça fait partie de l'UI. Quand vous voyez du texte, le texte que vous voyez, ça fait partie de l'UI. Quand vous voyez une icône, l'icône que vous voyez, ça fait partie de l'UI. Okay, très souvent sur les applications, vous avez notamment vous savez, une icône compte, donc avec une petite tête d'utilisateur. Et bien en fait, lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez donc interagir avec cette icône et ça va vous ouvrir par exemple un menu. Et bien ça va faire partie de l'UI. Okay, retenez bien ce terme parce que UI, c'est un terme que vous allez très très souvent rencontrer dans le monde de la programmation et du no-code. Donc voilà, retenez que c'est en fait ce qu'on appelle le front-end. En langage informatique, le front-end, okay, donc c'est ce qui se passe juste devant vous. Okay, donc ça s'appelle le front, c'est encore une fois l'UI. Okay, c'est différent du back-end. Le back-end, c'est tout ce que les utilisateurs d'une application ne vont pas voir. Okay, lorsque vous allez sur une application comme Uber Eats, comme Uber, comme Facebook, comme TikTok, okay, vous voyez plein d'éléments, vous voyez des vidéos, des photos, etc. Ça, c'est le front-end. Okay, encore une fois, c'est lui. Et il y a plein de trucs qui se passent en arrière-plan. Okay, par exemple, lorsque vous créez un compte, forcément, les données que vous allez rentrer, il faut bien qu'ils soient enregistrées dans une base de données. Tout ce qui transite en termes de données, en fait, c'est ce qu'on appelle le back-end. Okay, c'est tout ce que l'utilisateur ne voit pas. Okay, donc retenez que l'UI, c'est le front-end, ce sont les éléments que vous voyez. Okay, et l'UI contient des widgets. Okay, les widgets, c'est ce dont on a parlé juste avant, c'est tout ce qui est bouton, tout ce qui est texte, tout ce qui est icône, bref, c'est tout ce que l'on va voir. Ok, donc widget,
on va essayer de préciser la définition d'un widget. En fait, c'est un composant que vous pouvez utiliser pour construire votre UI. Ok, encore une fois, ça peut être un bouton, une image, un champ de texte, etc., etc. Et il faut savoir que ces composants, ces widgets, vous pouvez les personnaliser et vous pouvez les organiser également. Ok, quand on parle de personnalisation, c'est par exemple, imaginons, on a un widget texte. Ok, donc un texte, vous pouvez le modifier de telle sorte que vous pouvez donc changer la couleur, vous pouvez changer la taille, vous pouvez notamment changer la typographie. Bref, vous avez une liberté au niveau de la personnalisation et vous pouvez les organiser de telle sorte à ce que, par exemple, votre texte, vous pouvez le centrer, vous pouvez donc le mettre à droite, vous pouvez le mettre à gauche, etc., etc. Ok, vous pouvez faire ça avec les différents types de widgets. Il faut savoir en fait que tout ce qui est présent dans Flutterflow, ce sont des widgets. Ok, on verra qu'il y a différents types de widgets. Parce que oui, quand je dis différents types, vous avez des boutons, vous avez des images, etc. Mais vous avez différentes catégories de widgets. Ok. La première catégorie, c'est les widgets parents. Tout ce qui est widget parents, c'est en fait, ça va être des widgets qui contiennent d'autres widgets. Je sais que c'est pas très clair, vous inquiétez pas, on aura plein d'exemples, on pourra voir tout ça. Ok, mais retenez que les widgets parents contiennent plusieurs widgets que l'on appelle des widgets enfants. Et comme exemple, des widgets parents, on a donc des colonnes, on a des rows, des stacks et des grids. Ok, encore une fois, vous inquiétez pas, on reviendra là-dessus. Ensuite, on a ce qu'on appelle des widgets enfants. Ok, donc par exemple, dans une colonne, on pourra avoir plusieurs textes, on pourra avoir plusieurs boutons, on pourra avoir des icônes. Bref, les widgets enfants, ce sont simplement des widgets qui sont dans donc des widgets parents. Ok. Alors, la différence entre un widget parent et un widget enfant, c'est que, bon, un widget parent, c'est un widget qui contient un ou plusieurs autres widgets. Ok, encore une fois, comme je l'ai répété, les widgets contenus à l'intérieur d'un widget parent, ce sont appelés donc les widgets enfants. Donc, par exemple, si on a un widget container, ok, donc qui est un widget parent, ou un widget colonne, et qu'on place un widget texte à l'intérieur, et bien le widget texte, il est considéré comme un widget enfant. Et le container, donc qui est juste ici, est le parent du texte. Et il faut savoir que vous pouvez également avoir plusieurs widgets enfants dans un seul widget parent. Ok, rien ne vous empêche d'avoir dans un container plusieurs textes. Ok, je sais pas, j'ai dit n'importe quoi, mais par exemple, un texte mon compte, un texte je sais pas, personnaliser le profil, un texte modifier mon mot de passe, etc. etc. Une image vaut parfois mieux que 1000 mots, donc sur cette image, vous pouvez voir que par exemple, imaginons on est dans une application, vous pouvez très bien voir donc un parent, donc une colonne, et à l'intérieur plusieurs enfants. À quoi ça sert d'avoir une colonne, donc un parent? Ça sert simplement à organiser les éléments. Ok, c'est extrêmement important parce que une colonne, un container, bref, un parent vous servira vraiment à pouvoir bien organiser vos éléments. Et bon, ça on le verra dans tous les cas par la suite. Et ensuite, au niveau des enfants, vous pouvez avoir plusieurs widgets. Donc, quand on parle d'enfants, ça peut encore être une fois du texte, de l'image, des icônes, ça peut être des animations, ça peut être plusieurs choses. Donc, au niveau de l'interface, encore une fois, on a ce qu'on appelle donc des widgets parents et des widgets enfants. Lorsque vous allez ici, ok, donc au niveau de l'UI Builder, encore une fois, on retrouve donc le terme UI. Et bien, l'UI Builder, comme on l'a vu lors de la vidéo précédente, c'est l'endroit où vous pouvez donc chercher les éléments et la rajouter dans votre application. Ok, donc, ce qu'on va faire, c'est donc créer une nouvelle page. Alors, pour ça, on va aller donc juste ici, voilà, et on va donc créer une nouvelle page. Donc la page, donc on nous demande de chercher un template, donc on va plutôt créer donc une page vide. Et la page, on va l'appeler la page test. On va cliquer sur Create Page. Bon, à ce niveau-là, alors je vais juste peut-être abaisser un petit peu là, voilà, la grosseur. Alors ici, lorsqu'on va sur le widget tree, ok, donc le widget tree, c'est l'endroit où vous pouvez voir tous les widgets qu'il y a à l'intérieur de votre page. Vous pouvez voir qu'ici, donc dans notre page test, on a donc déjà un widget colonne. Encore une fois, une colonne, c'est ce qu'on appelle un widget parent. Donc à l'intérieur de la colonne, on peut rajouter plusieurs éléments. Ok. Donc si je vais donc au niveau de l'UI Builder, je peux très bien rajouter du texte. On va faire encore mieux. Ok. On va plutôt aller sur donc, la colonne et on va simplement cliquer ici. Ok. Lorsque vous cliquez sur un élément, ça veut dire que vous pouvez rajouter un enfant à l'intérieur de votre widget parent. Ok, donc add a child to this widget. Donc on va cliquer dessus. Et ici, donc on peut choisir donc, plusieurs éléments.
Ici, par exemple, au niveau des Commonly Used Elements, vous pouvez choisir donc les éléments qui sont très souvent utilisés. Donc en général, on a plutôt du texte, on a des images, on a des boutons. Juste en dessous, vous avez donc les Layout Elements. Encore une fois, les Layout Elements, c'est donc les éléments parents. Vous inquiétez pas, les éléments parents, on aura largement le temps de voir ça lors de la vidéo suivante. On pourra voir quelles sont les différences entre ces donc, éléments parents et dans quel cas les utiliser. Nous, ce qui va nous intéresser pour les widgets enfants, ça va être donc les éléments de base. Okay, donc on a du texte, on a des images, on a donc des icônes, des boutons, on a un calendrier, bref, vous avez énormément de widgets et c'est également ce qui fait la puissance de Flutterflow. Pour notre cas, on va simplement donc rajouter donc un texte. Au niveau du base element, on va simplement cliquer sur texte, voilà. Donc là, vous pouvez voir qu'ici, donc au niveau de notre colonne, on a un texte qui a été rajouté. Et ce texte, encore une fois, comme on l'a vu donc comme on l'a vu sur les diaporamas, en fait, le texte, on peut le personnaliser et tous les widgets sont personnalisables. Donc au niveau du texte, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est notamment peut-être changer la taille. Donc au niveau du font size, on va mettre 20 pixels. On peut éventuellement donc modifier la couleur. Donc pourquoi pas mettre cette couleur qui est plutôt vert. Bref, vous pouvez faire énormément de choses. Vous pouvez changer la typographie, vous pouvez changer l'alignement, vous pouvez changer donc ici au niveau du paging, ça veut dire en gros que vous pouvez donc modifier l'espacement. L'espacement au niveau du paging, ça veut dire par exemple que là on a notre texte. Ici on peut rajouter une marge au niveau du top. Donc si je rajoute 20, ça veut dire que donc il y a une marge de 20 pixels qui va se rajouter tout en haut. Si je clique sur le bouton donc au milieu le cadenas, ça veut dire que donc il y aura 20 pixels qui vont s'ajouter donc tout autour de mon widget. Donc si je clique dessus, voilà, donc j'ai plusieurs marges qui ont été rajoutées, etc., etc. Ok, donc vous avez énormément de liberté sur donc, la modification de vos éléments, mais ne vous inquiétez pas, on aura également donc, le temps de voir tout ça durant cette formation. Ok, donc là, on a notre colonne. Ce que je peux faire, c'est même supprimer donc, cette colonne. Et ici, donc, au niveau de notre page test, rajouter par exemple un row. Ok, donc imaginons je veux un parent qui contient donc, plusieurs éléments. Donc là, je vais cliquer sur le row. Et donc dans mon row, je vais pouvoir donc rajouter encore une fois soit des boutons, soit du texte, etc. etc. Donc là, j'ai un texte, je peux en rajouter un deuxième. Ok, en cliquant sur plus. Quand je vous disais par exemple que en fait, dans un élément parent, vous pouvez avoir plusieurs enfants, c'est exactement ça. Okay, donc dans notre row, on a plusieurs textes. Donc retenez bien que on a deux choses. On a donc des widgets parents et des widgets enfants. Les widgets parents, on aura l'occasion de voir ça donc lors de la vidéo suivante. Et retenez bien également que en fait, l'UI Builder, c'est simplement l'interface, c'est ce que l'utilisateur va pouvoir voir, c'est ce avec quoi l'utilisateur va pouvoir interagir et que ça fait partie donc des fondamentaux de la création d'applications mobiles, mais également des fondamentaux sur Flutterflow. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve tout de suite pour la vidéo suivante où nous allons donc voir les éléments parents.